Avant que la psychanalyse ne se saisisse de la notion d'angoisse, l'idée fut introduite en philosophie par Søren Kierkegaard en 1844. Il la désigne comme ce que ressent l'homme lorsqu'il prend conscience de sa situation dans le monde. L'angoisse est pour le philosophe un sentiment qui n'a pas d'objet déterminé. Elle réside dans le rapport qu'entretient l'homme avec la nécessité de choisir entre une multitude de possibilités propres à sa condition. L'angoisse est l'expérience de la liberté vécue comme un vertige. Cette phrase de Kierkegaard, « L'angoisse est ce que ressent l'homme lorsqu'il prend conscience de sa situation dans le monde », me paraît une excellente représentation du moment que nous traversons actuellement. La Covid-19 est venue, par différents chemins, réveiller l'être à lui-même, lui rappelant sa vulnérabilité. L'actualité de la thématique de ce colloque ne pouvait donc être plus à propos, en ces temps de Covid-19, qui, dans cette confrontation au réel, nous mène au cœur du sujet de l'angoisse. Le psychanalyste Sigmund Freud opère une distinction entre 3 termes, angoisse, peur et effroi. L'angoisse est qualifiée par Freud d'état d'affect, qui fait abstraction de l'objet. Le terme de peur indique qu'il existe à contrario une attention portée sur l'objet. L'effroi, quant à lui, met en relief l'effet d'un danger qui n'est pas accueilli par un apprêtement d'angoisse. Selon Freud, l'homme se protège de l'effroi par l'angoisse. Il propose 2 théories, nous l'avons vu déjà ce matin. La première théorie, donc au début de son œuvre, et la seconde à partir de 1926, qu'il expose dans le texte Inhibition, symptômes et angoisse. Donc Freud différencie l'angoisse névrotique de celle dite de réel. L'angoisse de réel nous apparaît comme quelque chose de très rationnel, dit-il, et très compréhensible. Elle est une réaction à la perception d'un danger externe, d'un dommage attendu, prévu. L'angoisse de réel est liée au réflexe de fuite, et l'on peut la considérer comme une manifestation de la pulsion d'autoconservation. L'angoisse névrotique, elle, est considérée comme la manifestation d'une excitation sexuelle qui ne parvient pas à se décharger. Il existerait alors une accumulation de tensions sexuelles physiques qui ne trouve pas de voie à sa réalisation. L'angoisse, dans cette première conception, est un reste de refoulement des représentations inacceptables pour l'appareil psychique. La liaison entre la représentation et l'affect est rompue par l'opération de refoulement. La représentation devient inconsciente et l'affect devenu libre se change en angoisse. Dans la seconde théorie de l'angoisse, le moi est à la fois à l'initiative du refoulement et le lieu de l'angoisse. Dans cette théorie, le moi refoule l'émotion pulsionnelle dès lors que celle-ci semble le mettre en danger. L'angoisse est ici considérée comme ce qui signale le danger. Elle n'est plus issue du refoulement, mais elle est désormais l'affect qui le provoque. L'angoisse devient le signal qui permet de protéger le moi contre le danger. Et l'un des dangers majeurs dont le moi se défend est celui de la perte d'objets, suscitant l'angoisse de castration. Le cas paradigmatique du petit Hans témoigne de ce dont parle Freud ici. L'angoisse se déclenche aussitôt que l'apparition d'une réalisation de désir se heurte à la crainte inconsciente des conséquences fantasmatiques et symboliques de cette réalisation de désir. Cette proposition freudienne ouvre sur la relation qu'entretient l'être avec son désir et sur son rapport à la castration. Merci. La clinique quotidienne témoigne de ce dont parle Freud dans cette dernière théorie et nous donne à voir les formes multiples dont se parle l'angoisse. Sa puissance, lorsqu'elle advient, peut être vécue, et là c'est une citation, comme une véritable secousse dans les différentes parties du moi. Toutefois, quelle que soit la forme corporelle, psychique ou psychique qu'elle revêt, l'angoisse est un signal envoyé au moi pour indiquer que quelque chose ne va pas. Et c'est bien ce quelque chose, lorsqu'il fait souffrir, qu'il s'agit de découvrir par la technique et le respect de l'association libre. Ce signal, envoyé au moi de l'être, a retenti chez de nombreuses personnes lors du premier confinement en mars dernier. Ma participation au CETU m'a donné l'occasion d'en être témoin. Le CETU est le service d'écoute téléphonique d'urgence mis en place par le RPH, dont la permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, est assurée par plusieurs cliniciens du réseau.
Durant ma permanence, j'ai constaté un nombre d'appels accru. Fréquemment, la même situation s'est présentée. À la question « Êtes-vous en souffrance ?», s'ensuivait une réponse affirmative, poursuivie à la hâte de l'évocation d'une angoisse. Je suis angoissée par la situation sanitaire. Je suis angoissée de ne pas pouvoir sortir. Je suis angoissée de tomber malade. Je suis angoissée pour mes parents. Ces angoisses, pour certains inconnus jusqu'alors, pour d'autres existantes à bas bruit, n'ont plus laissé d'échappatoire au moi. Celui-là même contraint de se rendre compte qu'il n'est même pas maître dans sa propre maison. Fernando de Amorim, dans une brève datée du 19 mars 2020, écrit ceci. « Les personnes ne sont pas inquiètes pour les symptômes. Elles s'inquiètent et quelques-uns sont déjà tristes pour la disparition de leurs êtres chers. Ces derniers ne sont pas encore contaminés, hospitalisés, mais de toute évidence, dans leur esprit à elles, ils, leurs êtres chers sont déjà morts. La tristesse a toujours eu ce pouvoir de voiler la haine. » Plusieurs personnes ont, par le biais du CETU, débuté une psychothérapie par téléphone. Cependant, le constat de cette expérience est qu'avant même la levée du confinement, la plupart des patients avaient abandonné leur psychothérapie. Une seule patiente, psychotique, a poursuivi et s'est déplacée jusqu'au cabinet. Cette observation n'est en définitive pas tout à fait étonnante, car l'expérience du CETU m'a donné la possibilité d'entendre avant cela cet appel qui prend la forme d'angoisse, de tristesse ou de mal-être et à son apogée cherche à être soulagé immédiatement. Le psychothérapeute, le supposé psychanalyste, n'a ici pas de remède miracle à proposer. Cependant, il fait feu de tout bois, dans le champ d'action qui est le sien, pour permettre aux personnes qui le souhaitent de s'engager dans l'aventure, non sans vague, de la découverte de leur vie psychique. La situation de confinement, donc, a suscité bien des tumultes dans la psyché de chacun et fait naître chez certains d'entre nous un sursaut dans notre rapport au réel et à la mort. Mon hypothèse est la suivante. Ces circonstances exceptionnelles ont réveillé l'angoisse chez de nombreuses personnes qui ont alors eu besoin de trouver une façon de l'apaiser. Une fois les premiers effets opérants, l'angoisse est revenue à un seuil supportable, voire a suffisamment diminué pour ne plus faire souffrir. Ce travail, cependant, n'a pas suffi à éveiller le désir de savoir, permettant de faire un pas supplémentaire vers la construction d'une nouvelle voie, à la découverte du sens que revêt pour soi-même ce signal. Pour conclure, l'angoisse, lorsqu'elle apparaît chez un être, est là pour lui apprendre quelque chose. Ce cheminement, non pas sans heurts, est cependant éminemment riche. Du côté du clinicien, elle est un formidable levier, lorsque le patient ou psychanalysant est d'accord de ramer à nos côtés. Du côté du psychanalysant, elle permet de s'approcher d'un savoir sur soi. La forme interrogative de la ritournelle choisie pour ce titre, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, suppose une double interrogation. La première, à propos d'un lien possible entre l'apparition de l'angoisse et l'amour oedipien, et la seconde sur la puissance avec laquelle elle opère sur le psychisme humain. Il semble que l'angoisse apparaît comme une réponse à la demande d'amour formulée par le cueilleur de marguerites qui effeuille sa fleur en quête d'un savoir. Seulement, elle répond au-delà du moi qui s'affole. Elle signale ce désir oedipien qui se tait, mais qui pourtant se répercute sur les pans de la vie d'un être, parfois un peu, parfois beaucoup, d'autres fois passionnément, et jusqu'à la folie pour certains, qu'elle soit feinte ou non.